Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Deux sujets ont surtout retenu l'attention au récent congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. L'inflation qui baisse et l'intelligence artificielle à laquelle on a de plus en plus recours dans le monde alimentaire. La rencontre annuelle du CETAC aura donc été l'occasion de faire le point sur le contexte économique et de constater la présence de plus en plus importante de l'intelligence artificielle. Je passe donc en revue les discussions de ce congrès 2024 qui se tenait à la Malbaie. Voici mon reportage. Tous les congressistes voulaient entendre parler d'inflation, en fait de fléchissement de l'inflation. Jean-Philippe Gervais, économiste en chef de Financement agricole Canada. La bataille contre l'inflation, même si elle avance très bien, même si les choses progressent d'une bonne façon, elle n'est pas encore nécessairement gagnée. Ceci étant dit, je pense que le décompte officiel pour une baisse de taux là, est littéralement commencé. On disait l'année dernière, il y a à peu près 12 mois, que la première baisse de taux ne serait pas avant la fin de l'année 2023, donc début 2024. Maintenant, si on regarde quelles sont les attentes des marchés financiers par rapport aux baisses de taux, on parle plus du milieu de l'année 2024. On voit qu'on commence à toucher, si on veut, le haut de la fourchette. On l'avait fait il y a 12 mois, en fait, de toucher le haut de la fourchette cible de la Banque du Canada, qui est de 1 à 3 %. Donc, on veut garder l'inflation autour de 2 %. On sait qu'on n'est pas capable de le faire de façon constante. Donc, on va admettre qu'il y a une marge d'erreur, etc. Donc, on veut voir l'inflation fluctuer autour de 2 %. C'est pas juste d'être en dessous de 3 %, mais c'est vraiment d'avoir la conviction que cette inflation-là va vraiment entrer dans la fourchette, des fois être un peu plus basse que 2 %, des fois un petit peu plus haut. On touche la fourchette, on est à 2,9 %. Donc, les choses évoluent bien. Il y a vraiment beaucoup de raisons de croire, raisons crédibles de croire qu'effectivement l'inflation diminue, qu'on s'en va vraiment on converge vers le 2 %. Jean-Philippe Gervais parlait du taux général d'inflation, tout secteur confondu. L'économie, ajoutait-il, réagira assurément aux résultats des prochaines élections américaines. Maintenant, il devrait être clair, en tout cas certainement pour moi, d'où je suis dans ma perspective, qu'il y a vraiment une bonne chance, très bonne chance, je dirais, de voir Donald Trump être réélu. C'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Si on pense à toutes les implications de cette présidence-là, donc d'un deuxième mandat, on peut regarder en arrière le premier mandat, on peut regarder en ce moment un peu le discours politique, la politique économique qui est vraiment basée sur États-Unis en premier, le reste du monde, bye-bye. Par exemple, il est très, très clair qu'un des énoncés politiques, c'est de taxer les exportations provenant des autres pays. Est-ce que le Canada va être en mesure d'éviter ces bouleversements-là, probablement, etc., en vertu de l'accord qui a été renégocié, mais il y a certaines pressions qui existent dans certains secteurs, secteur laitier, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Si on pense, par exemple, juste aux tarifs que le candidat Donald Trump propose présentement, mais si on taxe les exportations de la Chine, puis que la Chine fait preuve de représailles, c'est-à-dire taxe aussi les exportations des États-Unis, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, bien, ça pourrait causer, et ça a causé dans le passé, des diminutions de prix des matières premières. Donc, dépendamment de la perspective dans laquelle vous êtes, si vous êtes un acheteur de matières premières comme la plupart du monde dans la salle aujourd'hui, bien, il pourrait avoir certains bénéfices parce que s'il y a une guerre commerciale Chine-États-Unis, bien, ça pourrait baisser le prix des matières premières, ce qui a été le cas dans le premier mandat de Donald Trump. Puis après ça, bien, c'est comment que le Canada va se sortir de ceci. Est-ce que c'est un bénéfice pour nous autres si, par contre, on voit nos exportations être taxées vers les États-Unis? Il y a toutes sortes de questions qui vont se poser, j'ai l'impression, au fur et à mesure qu'on va avancer en 2024. Donc, ça va être définitivement à surveiller parce que pour toute l'industrie agricole, toute la filière agroalimentaire dans son ensemble, il y a des conséquences importantes par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis. Et pour ce qui est de l'inflation spécifiquement dans le secteur de l'alimentation, l'économiste en chef de FAC voit des signes positifs. L'inflation alimentaire. Les pressions inflationnistes ont nécessairement diminué, ça c'est sûr. La protéine bovine, ça saute aux yeux en termes d'inflation présentement comparativement aux autres secteurs. Mais ce que j'aime, c'est de le mettre en perspective parce que quand on rapporte des mesures d'inflation, là, on voit présentement 3,4 % en épicerie. Donc, on a quand même une diminution intéressante. J'aime toujours le mettre sur un plus long contexte. C'est-à-dire de regarder non pas seulement les 12 derniers mois, parce que c'est ce qu'on rapporte, là, qu'on rapporte une mesure d'inflation, mais regarder aussi les 12 mois précédents. Et on voit un taux d'inflation beaucoup plus fort. Une des exceptions, c'est certainement la protéine bovine. Pour le reste, on est vraiment dans un environnement où la pression inflationniste par secteur ont diminué.
Donc ça, c'est en aval de la filière agroalimentaire. Si on saute la transformation, on regarde en amont, mais c'est sûr qu'en amont, il y a vraiment des prix des commodités qui ont diminué. Juste simplement ici, si on regarde le maïs, on a des prix en ce moment en 2024 qui sont beaucoup inférieurs à ce qu'on a eu dans les dernières années. On se rapproche des niveaux de 2020 avant pandémie. Ça a du sens parce qu'on prévoit qu'on finit l'année de mise en marché 2023-2024 dans le cas du maïs avec des inventaires plus élevés des 3 dernières années et on se retrouve avec des prévisions d'inventaire égales à ce qu'ils étaient 2019-2020. Somme toute, on s'attend à des prix plus bas. Le blé, même chose. En fait, je suis un peu surpris, moi, personnellement, de voir que les marchés financiers sont en quelque sorte un peu immunisés par tous les risques potentiels. Parce qu'il y a encore la guerre en Ukraine. On ne sait pas comment elle va évoluer. Aussi, on voit déjà des coûts de transport qui sont en hausse en raison du conflit au Moyen-Orient. Si ce conflit-là prend de l'expansion, pour n'importe quelle raison, c'est tous des coûts qui pourraient se répercuter dans la chaîne alimentaire. Un mot sur le soya, l'huile végétale, etc. On a eu une grosse augmentation de la demande, développement du biodiesel, diesel renouvelable. On voit maintenant que cette demande-là, je pense que les attentes étaient un peu trop agressives, puis on a vu ces prix-là diminuer. Protéines animales, si on parlait de protéines bovines tantôt, mais du côté des inventaires en production animale, production bovine, on est vraiment dans un cadre de contraction encore. C'est-à-dire que l'industrie se contracte en fonction des sécheresses qu'on a eues dans les dernières années des deux côtés de la frontière Canada-États-Unis, et ce qui fait en sorte que les cheptels ont diminué et puis que les perspectives de voir ces cheptels-là augmenter à moyen terme ne sont pas nécessairement super excellentes. Ce qui fait en sorte qu'on s'attend à ce que les prix demeurent élevés pour un certain temps. Production porcine, on revient à des prix qui sont un peu plus normaux, avec des coûts d'alimentation un peu plus faibles, ce qui fait en sorte que la profitabilité revient tranquillement à la ferme dans le secteur porcin. Dans mon premier reportage, je parlais de la visite des ministres québécois Lamontagne et Fitzgibbon. Pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, le sous-ministre adjoint Tom Rosser avait été délégué. Pour aider à construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et plus efficaces, le budget 2022 a dédié 450 millions de dollars pour soutenir les projets de chaînes d'approvisionnement par le biais du Fonds national des corridors commerciaux. Ces investissements contribueront à faire baisser les prix pour les Canadiens, à renforcer nos chaînes d'approvisionnement et à améliorer la capacité des entreprises canadiennes à exporter leurs marchandises à l'étranger et à livrer des biens essentiels à nos communautés. Et on a littéralement plongé dans l'intelligence artificielle, d'abord avec une étude menée par Tact Conseil. Le vice-président de Tact, Éric Gamache. On a voulu valider les attentes des consommateurs sur la capacité de l'intelligence artificielle à mieux gérer l'offre et la demande avec le souci de réduire le gaspillage alimentaire, offrir des produits de meilleure qualité, permettre aux consommateurs de faire des choix plus santé. Les résultats nous démontrent qu'on va avoir du travail à faire. Pour ces 3 aspects, près de la moitié des Québécois doutent des bénéfices réels de l'intelligence artificielle. C'est clair qu'il faudra bien communiquer les retombées positives de l'IA pour évacuer ce scepticisme. Mais il y a tout de même une donnée intéressante qui devrait vous réjouir. L'indice de plaisir de manger pour les Québécois est assez élevé. On leur a demandé sur une échelle de 0 à 10 quel est leur niveau de plaisir de manger. 0 étant que manger est une utilité sans plaisir et 10 étant j'ai du plaisir à manger à chaque repas. Si 7% n'éprouvent aucun plaisir, au moins 64% d'entre eux ont coché 8, 9 ou 10 et prennent le temps et expriment le bonheur de manger 3 fois par jour. C'est donc là une illustration que ce que vous faites apporte un réel bonheur dans la vie des gens. Le président de la maison Talsom, Olivier Laquinte, ajoutait que la transformation numérique est une opération perpétuelle. Cette fameuse transformation numérique-là, elle a commencé à être dans le discours, je dirais, autour des années 2014-2015. Là, on a commencé à parler de transfo numérique. Et depuis ce temps-là, c'est incessant. On entend toujours parler de la transformation numérique, on entend toujours parler du retard de nos organisations dans leur transformation et ça peut en fait devenir un petit peu lassant. Je suis là pour vous dire que je pense qu'on va continuer de parler de transformation numérique et ça n'arrêtera pas. Ça va être continu, puis je m'appuie sur une définition que j'ai bâtie au fil du temps. Pour moi, la transformation numérique, c'est de combiner les capacités de la technologie, le savoir-faire et le savoir-être des humains pour faire en sorte qu'une organisation soit en mesure de développer rapidement des nouvelles propositions de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit ses membres, ses employés, ses clients, ses actionnaires et évidemment les communautés dans lesquelles on opère. Quand on regarde cette définition-là et qu'on la dissèque, si on veut,
on voit qu'en fait, il n'y a pas de notion de finalité. La transformation numérique, c'est pas d'aller du point A au point B, puis ensuite de ça, de dire, OK, check done, on passe à d'autres choses. Quand on regarde, puis on dit, OK, bien, combiner les capacités de la technologie. Bien, la technologie, on le voit, elle évolue continuellement, puis elle évolue de plus en plus rapidement. Donc oui, on peut bien se dire, on va se faire un programme de transformation numérique qui va être sur 24 mois, mais dans 24 mois, la technologie va être ailleurs et donc il va falloir continuer de s'adapter. Même chose au niveau des besoins des gens, le savoir-être, le savoir-faire, les besoins, que ce soit de nos employés ou des clients, eux aussi évoluent. Nos besoins et nos attentes ne sont pas les mêmes de celles qu'il y a 5 ans et ce n'est pas les mêmes que celles qu'on va avoir dans 2 ans. On ne peut pas, malheureusement ou heureusement, penser que la transformation numérique est un moment défini dans le temps et dans la vie d'une entreprise. C'est un parcours. On commence un parcours de transformation qui va nous emmener à changer. Si on le voit comme un parcours, bien évidemment, il va y avoir des moments qui vont avoir plus d'intensité, il va y avoir des moments qui vont avoir un petit peu moins d'intensité, mais la technologie doit, et la transformation numérique, doit être une préoccupation constante pour nos organisations. Pour Antoine Vaillancourt-Dutil de Microsoft, la qualité des données est cruciale. La stratégie de données, lorsqu'on met en place une stratégie d'intelligence artificielle, est super importante. C'est la base, c'est la fondation. On est au CETAC. Je me suis dit que pour parler d'un projet d'IA et de stratégie de données, je devais faire une allusion par rapport au milieu de l'alimentation puis de la cuisine. Je me suis dit, je vais comparer un plan d'intelligence artificielle un peu comme un projet de cuisine. Quand on veut cuisiner un bon repas, ça prend des bonnes données. C'est le même principe avec l'IA. Je vais pousser l'analogie un peu plus loin. Mais si vous n'avez pas des bons ingrédients quand vous cuisinez un plat, s'ils sont moisis, s'ils sont pourris, à la fin, vous allez vous intoxiquer. Même principe en entreprise, comme je viens de dire. Son collègue chez Microsoft, Sena Ganbeh, parle de la voie à prendre. C'est quoi le chemin que vous pouvez prendre pour arriver à du succès avec de l'IA? Et vraiment, ce chemin, c'est l'innovation responsable. C'est 2 mots, innovation, responsabilité, mais c'est vraiment 2 éléments symbiotiques. Avec juste de l'innovation, oui, on a des résultats, mais ça peut disparaître du jour au lendemain. Avec la responsabilité, ben, c'est juste du red tape et du paperwork, personne n'aime ça. Mais en mettant les 2 ensemble, vous pouvez générer de l'innovation qui crée vraiment une ADN dans votre entreprise. Une ADN durable que quand vous allez prendre la retraite, vos successeurs vont continuer à travailler par-dessus et ça va véritablement transformer l'organisation. À la Maison Lallemand, il a fallu, comme on dit, faire du ménage dans les données et recueillir moultes informations auprès du personnel partant à la retraite. David Buzetti. L'utilisation d'analyse et le AI n'étaient pas vraiment faisables avant qu'on nettoie les composants de qu'est-ce qu'on a besoin, comme tu as entendu, et de centraliser et nettoyer nos données. 2 domaines qui sont devenus évidents pour moi étaient que, avec le départ de nos ressources clés en raison de la retraite, l'autre était que nous serions peut-être pas en mesure de remplacer ces ressources dans le temps raisonnable pour éviter le risque sur nos opérations et de trouver des employés pour travailler en laboratoire et dans la production de levures ou bactéries ou enzymes n'est pas une carrière sexy pour eux autres qui sortent de l'université. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de faire, c'est vraiment d'assurer pour notre futur mise en place 2 initiatives clés, de capturer la propriété intellectuelle qui était dans la tête de la majorité des employés dans nos usines et de capturer ces données dans la bonne place. L'autre chose, c'est de fournir l'information ou l'analyse à des personnes au bon temps, le plus rapidement possible. Les systèmes numériques de pointe et la robotisation sont des outils de base pour Voilà, le commerce d'épicerie en ligne d'IGA. Paul Grenier, je suis directeur de mise en marché nationale Voilà. Lorsqu'on parle de Voilà, encore des gens qui vont se poser la question, la fraîcheur, la qualité des produits qui sont livrés, du fait que ça vient d'un entrepôt quand même important, centralisé, comment ça fonctionne? Alors, vu que on a un entrepôt automatisé, justement, les rotations et la fraîcheur des produits garantis vis-à-vis de ça. Lorsque nous recevons des produits à l'entrepôt de Voilà, nous rentrons une date avec une durée de vie limite pour les consommateurs et on travaille en fonction de ça au niveau des rotations.
Et la gamme actuellement, on parle de quoi? 22 000 produits actuellement? Un peu plus que 22 000 produits exacts, en stock. Et ça peut augmenter, là? Ah bah oui, tout à fait. On a une capacité de 39 000 produits. On vise un minimum de 25 000, 26 000 d'ici un an. Lorsqu'on parle de produits du Québec, de produits locaux, vous êtes déjà en mesure de faciliter l'ouverture sur ces produits-là? Alors on essaye d'avoir de plus en plus de flexibilité justement grâce à cette distribution élargie. On essaye justement d'être accommodant pour des fournisseurs qui peuvent être un peu plus petits, moins habitués à traiter avec un entrepôt pour rendre la tâche plus similaire à ce qu'on peut retrouver en magasin. Merci beaucoup. Merci à vous. Jérémy Garnier, je suis le chef de la planification opérationnelle pour Voilà au Canada. On a l'impression que lorsqu'on commande par Internet, c'est notre épicerie du coin qui remplit le panier et qui nous le livre. C'est pas ça du tout. Alors non, c'était le cas avec le système d'IGA.net jusqu'à il y a très peu. Maintenant, avec la nouvelle solution d'automatisation de Voilà, non, effectivement, c'est préparé dans un entrepôt à Pointe-Claire et puis après ça, livré chez nos clients. Donc non, c'est pas fait en magasin, c'est fait dans un entrepôt automatisé, spécialisé. Donc, les commandes sont préparées à l'entrepôt de Pointe-Claire. Lorsqu'il s'agit de clients qui sont à Québec, comment ça fonctionne? Alors, tout simplement, on a un système d'entrepôt satellite qui nous permet de faire la redistribution dans les beaux petits camions que vous voyez sur la route. Donc, la préparation se fait à l'entrepôt de Pointe-Claire, mais par la suite est transportée par gros acheminement dans un entrepôt satellite dans lequel on va refaire la distribution dans les camions qui vont venir livrer chez vous. Alors là, pour l'instant, on n'a pas de projet d'expansion supplémentaire, c'est-à-dire que les zones qui sont géographiquement desservies par Voilà sont telles quelles. On n'a pas de projet d'expansion supplémentaire. Alors, dans ces régions-là où on n'est pas présent, le système d'IGA.net est évidemment toujours disponible. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec a par ailleurs honoré la personnalité du monde alimentaire 2024, le producteur de télévision Jacques Fortin. Ça fait 25 ans, effectivement, à la demande du ministre Trudel, qui était mon ami, qui est toujours un ami personnel. Il voulait valoriser le monde agricole, le monde agroalimentaire, les transformateurs, ses fonctionnaires également. Il m'en parlait. Les fonctionnaires, il dit, Coco, les fonctionnaires, là, ils rentrent pas au ministère de l'Agriculture, ils rentrent aux 200 chemins Sainte-Foy. Ils ont le dos rond un peu. J'aimerais ça les faire grandir d'1 pouce. Puis il me parlait de toute la fierté qu'il voulait donner au monde, aux producteurs agricoles, aux transformateurs. Il me parlait de Marcel Ostigui, de Lino Saputo, de Benoît Fauché. Il me parlait d'un paquet de monde. Puis tous ces gens-là, la liste est longue, ont tous fini par se retrouver dans... À l'époque, c'était Cultivé bien élevé. Et ensuite, par-dessus le marché, puis tout ça. Bien, à l'époque où on est arrivé avec ces émissions-là, il y avait juste la Semaine verte qui parlait d'agriculture puis d'agroalimentaire, et il n'y avait rien. La télévision ne s'intéressait pas à votre univers. On a aussi eu droit à un bilan rapide du PDMB, le Programme de développement des marchés bioalimentaires, un programme du MAPAC sous responsabilité du Conseil de la transformation alimentaire. Agro-Québec a élaboré les stratégies et coordonné les travaux des différents secteurs dans la mise en place de plans de commercialisation pour au moins 8 associations au sein du CETAC, représentant autant de domaines de production. Le vice-président au développement des affaires chez Agro-Québec, Philippe Saint-Jean, parlant à la fin du congrès. C'est un événement qui nous permet des belles rencontres, des échanges pertinents sur notre secteur d'activité, qui, malgré plusieurs secousses dans les dernières années, demeure fort, résilient et vivant. Notre vitalité, elle est en partie due à un désir de plus grand, à collaborer, à créer de la synergie, à trouver des solutions ensemble, dans le collectif, dans chacun de vos secteurs d'activité. C'est d'ailleurs un des constats que nous pouvons tirer au terme du programme de développement des marchés bioalimentaires, le PDMB. Donc, il y a bel et bien un besoin, il y a des opportunités pour vos différents regroupements de développer des stratégies de valorisation des produits, de vos membres, de vos initiatives collectives. Il va être intéressant de suivre le progrès et surtout la continuité de toutes ces initiatives qui ont été faites dans plusieurs secteurs, mais dans certains plus spécifiquement. Et j'en nomme quelques-uns. L'Association des torréfacteurs de café du Québec s'apprête à lancer la route du café. Le CIE à en faire la promotion de la Journée nationale de l'érable. Le CQTV poursuit ses démarches auprès d'autres collaborateurs. 2e édition de la Semaine des hydromels, bravo, du 17 au 26 mai. Le canard, élevé et transformé au Québec, bien ancré dans leur vision de développement. Donc, chapeau, on poursuit les activités, c'est super.
On souhaite remercier Sylvie Cloutier de nous avoir permis de contribuer à ce premier projet du genre au CETAC. Merci également à tous les intervenants, les experts, les gens des associations, les entreprises qui ont pris part. Ici Lionel Levac, un congrès du CETAC très sérieux, mais où les gens de l'industrie ont tout de même trouvé quelques moments pour s'amuser avec des présentations de l'illusionniste Alain Choquette et de la championne de boxe Marie-Ève Dicker. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.